Et salutations chers camarades et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en contre-lecture de l'État nous rend-il meilleur par Ruven Augien. La dernière fois, nous avons parlé de la répression du travail sexuel, comment conservateurs et certaines féministes se rejoignent pour interdire la prostitution. Alors pour les féministes, c'est sous prétexte de protéger la dignité des femmes et lutter pour l'égalité des sexes, mais nous avons vu que les projets d'abolition du travail du sexe relèvent plus d'une promotion d'un ordre moral, d'une certaine conception de la vie bonne, plutôt que de faire respecter les droits des femmes, notamment les travailleuses du sexe. On a vu que ces projets, loin d'offrir une sécurité aux travailleuses et travailleurs, les exposent à des dangers physiques, psychologiques et même sanitaires. Et qu'en plus de ça, ça a des implications dangereuses sur le modèle moderne de la justice pénale. L'abolition de la prostitution conduirait à étendre la répression pénale à des actes légalement innocents, c'est-à-dire qui ne nuisent à personne, ce qui nous renverrait en fait, selon Augien, au modèle de justice archaïque du Moyen-Âge, où la justice pénale servait plus à la protection d'abstractions et d'idéaux, plutôt que des personnes en chair et en os. Et le présent chapitre, celui qu'on va lire aujourd'hui, donc le chapitre 10 qui s'appelle « Un nouveau modèle pénal », il continue cette discussion sur la justice pénale et cette fois-ci, elle va se focaliser sur les infractions sexuelles. Augien va y défendre en fait la même thèse que dans le chapitre précédent, que la justice pénale moderne est très bien comme elle est et que toute modification risque de nous faire régresser en arrière. Alors par modification ici, on entend le fait d'étaler la justice pénale de manière à y inclure les offenses, c'est-à-dire inclure les offenses avec les préjudices, donc des torts aux idéaux et aux abstractions, avec les torts concrets à des personnes physiques. Mais si on modifie en fait la justice pénale en la rendant plus limitée aux torts concrets sur les personnes physiques, c'est-à-dire plus limitée aux préjudices, alors là oui, ça serait une modification progressiste. Ou si on la modifie parce qu'on se rend compte que certaines sanctions ne sont pas proportionnées aux infractions. Donc, dans le cas des infractions sexuelles, selon Augien, les projets en fait, de loi, de modification de loi qui sont proposés, ils tendent en fait à modifier la loi, à modifier la justice pénale vers un sens régressif. Et ce sont en fait des projets de castration chimique des agresseurs sexuels, et plus radicalement, ils veulent réintroduire la peine de mort pour eux. Alors pour comprendre pourquoi ça compte comme une régression à éviter pour la justice pénale, il faut comprendre déjà les bases philosophiques de la justice pénale moderne. Et en fait on peut commencer avec les objectifs de ces nouveaux projets en fait et comprendre en quoi ils sont d'une nature incompatible avec les bases du système pénal moderne et pourquoi celui-ci ne doit pas les inclure. Et donc ces projets déjà visent une chose. Alors comme avec le client de la prostituée, il s'agit en fait d'une menace tellement énorme qu'elle dissuade l'acte. Comme le client il se dit « Merde, si je me fais choper, je vais devoir payer 3000 € d'amende, en plus 6 mois de prison, vas-y le risque il est trop gros, je ne paye pas de prostituée ». Là ça va être pareil. En mettant une peine aussi grande que la peine de mort ou la castration chimique, la personne, en l'espérant en tout cas, ne prendra pas le risque de commettre une infraction sexuelle. Aussi, de tels projets visent une deuxième chose qui dérive de celle-ci, c'est stopper le risque de récidive. La castration chimique, c'est aussi un moyen de s'assurer que l'agresseur ne pourra pas agresser de nouveau. On se dit, si la menace n'a pas été suffisante pour le dissuader dès le début, alors on ne peut pas faire confiance à cette personne. Rien ne l'empêchera de recommencer, alors il faut s'assurer qu'elle devienne incapable de recommettre son crime définitivement. La peine de mort servait la même fonction. Elle était présentée comme le moyen le plus simple et le plus efficace d'éviter la récidive, et on va voir, c'est complètement faux. Augien mentionne Robert Badinter, donc le ministre de la Justice lors de la présidence de Mitterrand, c'est lui qui a aboli la peine de mort après son discours à l'Assemblée nationale le 17 septembre 1981. Il dit en fait que la justice pénale française a bien compris que la justice ne doit pas être une loi du talion, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent, parce que la loi du talion, c'est une justice de la vengeance. Mais on sait tous aujourd'hui que la vengeance, c'est un peu une spirale qui entraîne tout le monde dedans, et au final, tout le monde finit par s'entretuer. La justice donc ne doit pas chercher la vengeance. Or, la peine de mort peut être facilement vue comme une justice du talion. Mais ceux qui défendent la peine de mort ne la présentent pas comme ça. Ils disent que ce n'est pas par vengeance qu'on met le criminel sous la guillotine, mais par précaution. C'est par peur qu'il récidive. Et ainsi, en fait, dans cette conception, la justice tuerait moins par vengeance que par prudence. L'assassin, en fait, doit mourir tout simplement parce que ainsi, il ne récidivera pas. Alors ça semble même être une solution plus efficace que la peine à perpétuité, puisqu'elle est limitée dans le temps et l'assassin peut toujours s'évader, donc elle n'offre pas de garantie absolue qu'il n'y aura pas de récidive. Mais selon Badinter, cet argument est déjà il est pété, parce que déjà il est très dangereux, à cause
En fait, parce que si cet argument cherche la précaution, il prend des risques énormes hein, pour un truc qui cherche la précaution, parce que déjà, il y a des risques d'erreur judiciaire. Si on condamne quelqu'un à mort et après on découvre qu'il était innocent, on aura l'air con, et ça arrive plus souvent qu'on le croit. Déjà, pourquoi? Parce que déjà, il y a du racisme. Parce que oui, Badinter, il remet un peu les choses dans leur contexte. Il dit qu'aux États-Unis, en 1960, la peine de mort a été abolie parce qu'on a constaté que 60% des condamnés à mort, c'était des Noirs, alors qu'ils ne représentaient que 12% de la population. Et il continue en disant qu'en France même, sur 36 condamnations à mort prononcées entre 1945 et 1965, on compte 9 étrangers, soit 25% hein, des condamnations, alors que les étrangers ne représentent que 8% de la population. Et parmi eux, c'était 5 Maghrébins, alors qu'ils ne représentaient que 2% de la population. Et depuis 1965, parmi les 9 condamnations à mort exécutées, on compte 4 étrangers, dont 3 Maghrébins. C'est tout de même étrange qu'il y ait autant de minorités dans ces chiffres. Avoir des peines comme la peine de mort, ça, mieux vaut l'avoir lorsque tu n'as pas de racistes au pouvoir ou qui peuvent influencer sur les décisions pénales. Selon Badinter, il est clair que vouloir appliquer des lois qui sont juste des lois de précaution, ça va être des lois plus dirigées vers des minorités ou des gens qu'on suspecte plus que d'autres, sur des bases généralement xénophobes. C'est ce genre en fait de précaution qui a ensuite conduit à juger à l'avance des personnes comme dangereuses alors qu'elles n'ont rien fait, juste à cause de leur ethnie. C'est les mêmes raisons en fait qui soutiennent les politiques xénophobes qui veulent contrôler l'immigration ou pousser les étrangers vers l'exclusion. Ce sont des politiques dangereuses et racistes. Donc si on abolit la peine de mort, si on refuse en fait d'éliminer les assassins, c'est surtout pour ces raisons-là. Il y a des risques d'erreur judiciaire et ça donne aussi l'impression que toute question de justice en fait se règle par des procédures pénales. Même si tous les accusés ont vraiment commis leurs crimes, le fait que les minorités sont surreprésentées dans ces crimes indique qu'il y a des principes de justice sociale qui ne sont pas respectés. Tant que cette justice sociale n'est pas respectée ou garantie, il y aura toujours des crimes. Pire encore, la justice pénale peut dispenser la société de s'autocritiquer et de comprendre les structures de domination responsables de ces comportements. Donc elle réconforterait juste les xénophobes dans leurs convictions et comme ça, on ignore les problèmes structuraux. Également, les peines de mort, donc les peines comme la peine de mort, nous obligeraient à devoir renoncer à la distinction entre des actes dont nous sommes responsables et ceux dont on n'est pas. Puisque l'objectif de la peine de mort, c'est juste la précaution, alors il n'y a pas plus risqué qu'un malade mental. Si quelqu'un commet un meurtre parce qu'il est fou, vous n'avez aucune garantie qu'il ne recommettra pas son crime une fois libéré. Si on suit l'argument en faveur de la peine de mort, alors il faut éliminer cette personne au lieu de l'envoyer dans un asile psychiatrique. Et on peut pousser le raisonnement encore plus loin, en imposant la peine de mort à tous les crimes. Oui, parce que si le but de la peine de mort c'est la précaution, et qu'on se dit c'est le meilleur moyen de dissuader les crimes, et qu'en plus, après qu'un crime soit commis, on ne peut jamais savoir s'il va être commis de nouveau, mettez la peine de mort pour tout dans ce cas-là. Si dans ta logique, plus grande est la sanction, plus grand est le sentiment de sécurité, d'accord, un pauvre qui vole mérite la peine de mort parce que tu ne sais pas s'il va le refaire encore et encore. Et en plus, si quelqu'un vole alors qu'il risque la peine de mort, là aussi rien ne dit qu'il n'est pas capable de faire pire. Donc clairement, en fait, c'est absurde comme raisonnement. Alors oui, abolir la peine de mort, ça signifie qu'on va devoir vivre avec le risque de récidive. C'est un peu le prix à payer pour avoir des sociétés démocratiques. Le xénophobe, lui, s'il est prêt à prendre le risque de condamner des innocents, qui est un risque quand même énorme, je pense que nous, on peut prendre le risque de récidive, quoi. Comme dit Augien, il y a 3 raisons en fait pour lesquelles on renonce à la peine de mort et prendre ce risque de récidive. Il dit: à partir du moment où nous avons renoncé à éliminer définitivement tous ceux qui commettent un crime, et qu'aucun démocrate ne peut regretter en raison des risques d'erreur judiciaire au moins, nous avons aussi accepté de vivre avec ce risque de récidive qui, dans le cas des infractions sexuelles, n'est certainement pas le plus élevé. C'est aussi parce que nous avons accepté de vivre avec ce risque que nous devons juger les personnes sur leurs actes et refuser qu'elles soient enfermées par précaution simplement parce qu'elles sont supposées être dangereuses, c'est-à-dire avant même d'avoir commis un délit ou un crime. C'est enfin parce que nous avons accepté de vivre avec ce risque que nous refusons de traiter de la même façon les personnes qui sont censées être responsables de leurs actes et celles qui sont supposées ne pas l'être suffisamment. Donc voilà en fait les 3 raisons d'accepter ce risque de récidive. Les erreurs judiciaires, la distinction entre actes responsables et irresponsables, et enfin la xénophobie. Parce qu'avec ça en fait on se met à juger les gens selon leur appartenance à des groupes qu'on qualifie de dangereux, et juste avec ça on va les sanctionner plus sévèrement pour avoir commis le même acte qu'une personne non étrangère.
Je rappelle un petit peu l'asymétrie des traitements entre les hommes blancs comme Depardieu et des étrangers qui ont commis des infractions sexuelles moins graves que Depardieu. Pourtant, lui, il a eu droit à être défendu, alors que les étrangers, c'est juste des démons à expulser et à castrer. Quand on évalue les deux risques, un risque de récidive d'un côté et risque d'erreur judiciaire, de ne plus distinguer actes responsables et irresponsables, et en plus la xénophobie, clairement c'est cette deuxième catégorie qu'il faut éliminer. Ok, ce n'est pas donner en fait à Fatouma son sentiment de sécurité au prix de ces autres risques que les minorités doivent porter. Les Tunisiens savent de quoi je parle là ici avec Fatouma. Si la peine, en fait la justice pénale, doit réduire des risques, ce sont ces risques-là, ce n'est pas les risques de récidive. Sauf si vous voulez une justice pénale qui est antidémocratique, sauf si vous voulez une justice qui ne fera jamais taire votre désir de vengeance, comme dans le film 12 Angry Men de Sidney Lumet de 1957, je crois. Enfin, en tout cas, regardez ce film, il est magnifique. Donc, le film de 57, qui est en noir et blanc, parce qu'il y a eu un remake, je crois, dans les années 90, je crois. Il est pas off, il est pas ouf, je voulais dire, il n'est pas top, quoi. Donc voilà, regardez 12 Angry Men, donc 12 hommes en colère, je crois que c'est ça en français. Et en fait, le film, c'est un jury qui doit décider si un jeune homme est coupable ou non coupable du meurtre de son père. Et il y a un des membres du jury qui, lui, veut absolument l'inculper. Et donc, il donne toutes sortes de rationalisations de pourquoi il faut envoyer ce jeune à la chaise électrique. Et tous ces arguments, en fait, c'était des raisons de précaution. Mais en réalité, en fait, à la fin, on découvre qu'il voulait juste se venger de son propre fils à lui. Genre, il a eu une couille entre lui et son fils, et il a voulu trouver un jeune à qui faire la peau pour calmer un peu son désir de vengeance. Et donc, ce genre de truc, en fait, ça n'a rien à faire dans une cour de justice ou dans un procès. Vouloir se venger d'un malade mental pour ce qu'il t'a fait, ça peut être compréhensible, mais la justice pénale n'est pas là pour exprimer cette vengeance. Si on abolit ces peines, c'est pas parce qu'elles peuvent donner du pouvoir, c'est parce qu'elles peuvent donner du pouvoir à la panique morale et surtout à la légitimer. Et ça, c'est vraiment le truc à ne pas faire. Il ne faut jamais donner raison à une panique morale parce que c'est comme en fait donner raison à une phobie. Quand quelqu'un vous dit il faut éliminer les oiseaux parce qu'ils veulent me tuer et qui refuse de voir ça comme une phobie, comme une peur irraisonnée, vous ne pouvez pas le laisser croire qu'il a raison. Sauf si vous savez en fait qu'il ne va jamais faire mal à un oiseau. Si c'est un délire de vieux en maison de retraite, ok, ça peut être inoffensif. Mais dans le cas où quelqu'un est capable d'agir selon sa phobie, et ça va avoir un impact sur les autres, là on ne peut pas en fait rester sans rien faire. Une personne qui a une phobie des étrangers, des noirs, des femmes, des homosexuels, des pauvres, des trans, etc., ce n'est pas quelqu'un qui devrait être capable de prendre des décisions politiques ou de faire intervenir la justice pénale, et encore moins être député. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi en fait une panique morale, Auger il a écrit un livre sur ça qui s'appelle La panique morale, où il explique il explique le concept, quoi. Mais pour faire vite, c'est un concept sociologique qui décrit un phénomène social marqué par une peur irraisonnée d'un effondrement social dû à un abandon de valeurs morales. En gros, tout ce qui va mal dans la société, c'est simplement une question de personnes qui ne sont pas assez morales. C'est le fait que les gens en fait arrêtent de croire en la famille nucléaire, au mérite, à l'effort, en Dieu, etc. Donc bref, lorsqu'ils ne valorisent plus cette vieille bonne morale antique des anciens. Et du coup, on se met à chercher des boucs émissaires. On va désigner les victimes sur lesquelles on va s'acharner, on va mettre toute la responsabilité de ce qui ne va pas. Et chaque époque avait ses boucs émissaires, souvent des victimes d'oppression déjà existantes, et lorsqu'ils se mettent à revendiquer leurs droits, on les accuse d'être immoraux et égoïstes, individualistes et responsables de tous les fléaux. À une époque, aux États-Unis, voilà, c'était les communistes, puis c'était les minorités ethniques, puis la musique rock avec ses thèmes sataniques, les jeux vidéo ou les jeux de société comme Donjons et Dragons, sous prétexte qu'ils impliquaient de la magie, de la sorcellerie, que comme le rock était dangereux pour les valeurs chrétiennes, ça rendait les jeunes responsables de la violence, etc. Machin chose, voilà, quoi. Puis il y a eu toute la panique morale autour de l'épidémie du sida, qui a servi de prétexte parfait pour blâmer les homosexuels et les communautés LGBT pour tout et pour n'importe quoi. Et un trope qui revient souvent dans les paniques morales, c'est cette obsession, cette pseudo-obsession, parce que c'est un prétexte en fait, avec la protection des enfants. Tous les boucs émissaires ont cette particularité d'être transformés en prédateurs sexuels venus pour vos gosses, et parfois aussi pour vos femmes. On a toujours démonisé les noirs comme ça, comme des prédateurs sexuels qui veulent violer les femmes blanches, et qu'il est important que les hommes blancs protègent leurs femmes et leurs filles.
Et donc ces paniques morales s'accompagnent aussi d'un discours de la crise de la masculinité. Genre, si ces anomalies apparaissent et se propagent, si le noir devient une menace parce qu'il ose réclamer son droit, on va dire que c'est parce que les blancs les laissent faire, qu'ils ne jouent plus leur rôle de protecteur, etc. Donc, le blanc montre une faiblesse, le noir en profite, il se croit tout permis, il s'autorise à harceler et violer nos filles et nos femmes, pures et innocentes, et donc le même discours apparaît dans tous les débats autour de l'homosexualité et la transidentité. Jusqu'à aujourd'hui, on continue de parler des supposés dangers pour les enfants d'avoir deux pères ou deux mères, lorsqu'on arrête de faire l'amalgame entre homosexualité et pédophilie, parce que pendant longtemps on a voulu présenter l'homosexualité comme de la pédophilie, et aujourd'hui en fait, si on a un peu arrêté de faire ça avec les homosexuels, maintenant c'est les trans en fait qui prennent ces accusations, quoi. C'est les trans qui sont accusés d'être des hommes pédophiles en fait, qui cherchent à se rapprocher de vos filles dans les toilettes des femmes ou dans les écoles. Quand une drag queen en fait vient pour sensibiliser les enfants à la discrimination de genre, le discours que vous entendez, le discours transphobe, c'est ils disent qu'en réalité ils veulent laver le cerveau de vos petits avec des idées absurdes pour ensuite les baiser, quoi. Voilà. Donc dans la panique morale, vous avez vraiment tout, vous avez la démonisation de l'autre, et ça provoque en fait des peurs irrationnelles, exactement comme des phobies, quoi. Et une fois que ces peurs se répondent, les gens ne verront plus de problème à employer des méthodes antidémocratiques et barbares pour régler les problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés. C'est-à-dire que pour réduire le risque d'une panique morale, il faut absolument éliminer le bouc émissaire ou rendre le bouc émissaire inoffensif, même si cela veut dire lui infliger un châtiment inhumain. Donc la panique morale, c'est dangereux, parce qu'elle peut balayer en fait tous les acquis sociaux, sous prétexte que des personnes ont peur, et une peur irraisonnée en fait, irrationnelle. Elle peut servir comme outil d'oppression et de violation des droits fondamentaux des gens. D'ailleurs, tout régime non démocratique se justifie toujours par la panique morale. En désignant un bouc émissaire qui est responsable de la peste, en lui attribuant tous les vices du monde, tu justifies toute mesure répressive que tu veux. Tu dis juste, regardez ces démons incapables d'être vertueux, vous ne voulez pas finir comme eux, n'est-ce pas? On va devoir vous tailler parce qu'il faut que vous ayez la bonne morale. Voilà, donc c'est de la liberté positive finalement. Donc lisez en fait le chapitre sur la liberté positive, ou regardez en fait mes vidéos dessus, et vous comprendrez mieux. Bref, il est évident que la panique morale et des valeurs comme le vivre ensemble ne sont pas compatibles. C'est soit vous voulez une sécurité qui va satisfaire votre panique morale, soit vous voulez un vivre ensemble. Et non, un vivre ensemble n'est pas conditionnel, ce n'est pas on vit ensemble seulement si on est pareil. On ne peut pas en fait parler de vivre ensemble si vous excluez toute personne différente. Le vivre ensemble d'abord, c'est un pluralisme. S'il est conditionnel, ce n'est que dans la limite de la non-nuisance, mais rien de plus. Et toute la rhétorique de la panique morale cherche à faire passer des gens différents pour des gens dangereux. Ça abuse le langage de manière à ce que tu vois les minorités vulnérables comme vraiment des nuisances. Parce que ce qui se cache en fait derrière les discours de Fatouma, je veux de la sécurité et pas le racisme, c'est le racisme en fait ce qui se cache derrière. Parce que pour que Fatouma, notre chère députée, je parle d'un truc en Tunisie ici, donc pour que Fatouma se sente en sécurité, il faut en fait exposer des étrangers à tous les risques possibles. Mais si c'est ça en fait qu'il te faut pour te sentir en sécurité, tu es raciste, c'est ça le racisme. Donc voilà en fait ce que dit Augien, c'est en fait il ne faut pas donner raison à ça, il ne faut pas donner raison à des peurs irraisonnées, il ne faut pas... En fait, il ne dit pas qu'il ne faut pas punir les crimes et les délits, il dit qu'il ne faut pas les punir de manière à donner raison au raisonnement de la panique morale. Si un meurtre est commis, ou un viol, ou toute autre infraction sexuelle, et que tout d'un coup la panique morale l'emporte sur l'opinion publique, et que même certaines personnalités veulent en profiter pour prendre des mesures et passer des lois qui justifient leur peur, en fait c'est ça qu'il faut être contre. Ce n'est pas il faut être contre le fait de punir des crimes, non, il faut être contre le fait d'utiliser ces crimes-là pour, comme opportunité pour faire passer des lois qui vont justifier des peurs irrationnelles. Des lois comme la castration chimique ou la peine de mort, c'est des lois qui justifient des peurs irraisonnées, qui nous coûtent d'ailleurs nos acquis sociaux, et en vue de ces coûts, c'est très disproportionné, même pour l'auteur du crime. Si tu présentes en fait ces lois comme remède à des crimes, là on est dans une situation où le remède est pire que le poison. Il serait regrettable que la panique morale, cette peur irraisonnée de voir détruits les fondements même du vivre ensemble qui envahit l'opinion publique chaque fois qu'un crime sexuel grave est commis, nous fasse revenir sur tous ces acquis.
Donc en gros, en fait, il faut juste éviter les solutions simplistes. Que des gens sont frustrés et inquiétés par les infos, c'est une chose. Mais de là à vouloir agir en ignorant les principes de la justice pénale moderne, en ignorant l'éthique médicale et toute expérience, connaissance et recherche accumulée en matière de réinsertion des auteurs d'infractions ayant subi une peine d'emprisonnement, ça, c'en est une autre. Privilégier la peine de mort ou la castration chimique, c'est considérer que les questions de justice se réduisent seulement à ça, et qu'elles sont simples et faciles à résoudre, alors que non. Comme on a dit et répété, il existe plusieurs formes de justice, et chacune a sa propre logique et sa propre sphère. Il y a d'autres moyens plus éthiques et plus efficaces que l'élimination. La réinsertion, ça fonctionne lorsqu'on comprend qu'il y a des crimes qui relèvent autant, voire plus, de la justice sociale que la justice pénale. Et que de toute façon, savoir que X a commis une infraction sexuelle et que ça te fait peur parce que tu te dis qu'est-ce qui me dit qu'il ne va pas recommencer, c'est un risque à prendre en fait, parce que le coût de l'alternative est beaucoup trop élevé et on sait vers qui cette alternative sera tournée et à quelle fin idéologique elle servira. C'est une en fait alternative purement réactionnaire et anti-progressiste et surtout anti-démocratique, qui ne respecte pas les idées fondamentales du droit pénal moderne, qui est aussi porté par la philosophie des Lumières, parce que Augien se revendique de l'héritage des Lumières et de leur influence sur les questions de justice. Leur philosophie, celle qui a donné la Révolution française, en fait, elle a amené un nouveau système pénal qui est basé sur les préjudices à des personnes réelles plutôt qu'à des abstractions et à l'insistance sur la proportionnalité des peines. Augien mentionne des figures comme Beccaria et Montesquieu. Alors, Beccaria, Cesare Beccaria, c'est un philosophe et juriste italien du XVIIIe siècle, et il a posé en fait les bases de la justice pénale moderne dans un petit livre qui s'intitule « Des délits et des peines ». Et donc ce livre défend l'idée que les lois doivent être guidées par la raison et l'utilité sociale et non pas par la vengeance ou la panique morale. Il critique notamment la peine de mort, la considérant comme inefficace et contraire à l'idéal d'une justice qui prévient les crimes plutôt que simplement punir les crimes. C'est d'ailleurs ça, en fait, pour Beccaria, le but de la justice pénale. Elle doit servir à empêcher les crimes plutôt que tout simplement les punir. Alors, ça ne contredit pas ce que dit Augien. La prévention au sens de Beccaria n'est pas comme ceux qui défendent la peine de mort ou la castration des agresseurs sexuels par précaution. D'accord ? Pour Beccaria, en fait, la prévention du crime ne peut pas se faire si les peines sont excessives ou cruelles. Or, la peine de mort dépasse la limite des proportionnalités pénales, et pour ça, elle n'est pas du tout efficace pour prévenir les crimes. Parce qu'au contraire, pour Beccaria, plus des peines sont cruelles, plus elles incitent à la criminalité. Parce que pour lui, une peine, pour être juste, elle ne doit avoir que le degré de rigueur qui suffit pour détourner les hommes du crime. Si elle dépasse ce degré, elle devient injuste. Et donc, si la justice elle-même est injuste, selon Beccaria, les gens auront raison de ne pas la suivre. En gros, pour lui, un système de loi injuste ne peut qu'obliger les individus à être eux-mêmes injustes. Et donc, ceux qui défendent les mesures draconiennes croient juste que plus j'augmente les peines, plus en fait les gens vont s'abstenir de commettre des crimes. Mais en faisant ça, ils rendent les lois plus injustes, ce qui, pour Beccaria, rend les gens plus injustes. Et quand les gens sont plus injustes, et toi tu te dis, ah merde, il faut encore des lois plus draconiennes, donc des lois encore plus injustes, du coup les gens deviennent plus injustes, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc pour Beccaria, ceux qui défendent les peines capitales se disent tout simplement, si la violence n'a pas réglé le problème, c'est que j'en utilise pas assez, voilà. Et du coup, les châtiments prennent des proportions complètement folles, et ça vire à de la panique morale, et c'est comme ça en fait que vous avez des chasses aux sorcières. Donc bref, en fait, la sévérité excessive des peines ne réduit pas du tout les infractions. Donc il préconise plutôt la proportionnalité des peines et des procédures judiciaires transparentes pour garantir la justice. Montesquieu, quant à lui, dans l'esprit des lois, il plaide pour la séparation des pouvoirs afin d'éviter les abus d'autoritarisme dans le système judiciaire. Il estime que les lois doivent être modérées, adaptées à la nature de la société pour éviter les injustices et la tyrannie. Il critique les châtiments arbitraires et l'absence de garantie pour les accusés. Lorsqu'il n'y a pas en fait de loi claire et précise en matière de châtiment et que les peines peuvent changer arbitrairement selon les caprices de personnes particulières, on est dans une tyrannie. Et ce genre de caractère arbitraire, il ne devient pas légitime sous prétexte que les crimes commis sont horribles ou inhumains. Peu importe en fait la gravité du crime, il faut une justice qui est régulière et prévisible. Alors oui,
Je sais, les philosophes des Lumières, c'est pas non plus des modèles sur le plan moral. Plusieurs étaient racistes et justifiaient le colonialisme. Montesquieu lui-même disait des choses dans l'esprit des lois sur les Noirs et les non-européens qui nous laissent très perplexes. Surtout le livre 15, notamment le chapitre 5. Dans cet ouvrage, en fait, Montesquieu part un peu en roue libre. Il justifie l'esclavage, il dit que les Noirs n'ont pas d'âme, ils n'ont pas de sens commun, qu'on ne peut pas en fait les considérer comme des hommes, et va même jusqu'à démentir la brutalité infligée sur les Noirs dans l'esclavage. Donc, genre, en fait, les abolitionnistes, ils exagèrent l'injustice que subissaient les Africains. C'est un peu le même discours aujourd'hui que vous entendez pour minimiser les horreurs de la colonisation, ou quand des évangélistes vont dire que l'esclavage dans la Bible, c'était un esclavage doux, quoi. Donc bref, en fait, cela montre les contradictions des Lumières et qui ont développé en fait des principes universels tout en restant quand même ancrés dans les préjudices de leur temps. Et ça, bon, ça c'est pas un secret, tout le monde le sait, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont vu juste concernant leur idée sur la justice pénale, qu'elle doit éviter tout projet réactionnaire, que ce soit de droite ou de gauche. Ogien rappelle que l'arrivée d'un gouvernement de gauche au pouvoir ne signifie pas que ces projets ne réapparaîtront pas. Donc bref, selon Ogien, ces mesures réactionnaires ne sont pas compatibles avec le vivre ensemble et la justice pénale moderne. Et en plus, citation, « Elles tendent à effacer silencieusement la différence entre dangerosité et culpabilité et entre responsabilité et irresponsabilité pénale. Elles font confondre les rôles de médecin et de bourreau, elles placent des obstacles insurmontables au retour d'une vie normale d'individus qui ont purgé leur peine. » Et donc nous allons maintenant voir en fait chacun de ces problèmes, en commençant avec la confusion entre médecin et bourreau. Alors déjà, dans les pays démocratiques où la peine de mort est n'est pas encore abolie en fait, il est interdit aux médecins de pratiquer ou de participer activement aux exécutions, même si cette règle n'est pas toujours respectée. Dans la note 1, Ogien il mentionne la AMA, qui est American Medical Association, donc c'est une association de médecins très influente aux États-Unis et qui fait du lobby pour le respect du serment d'Hippocrate. Donc le serment d'Hippocrate, c'est un serment qu'Hippocrate a pris pour exercer la médecine. Donc Hippocrate, on considère que c'est le père de la médecine. Et donc c'est un serment déontologique qui dit que les devoirs du médecin, qui liste les devoirs du médecin envers son patient. Le médecin, en fait, ne doit rien faire à part soigner son patient. Il ne peut pas utiliser ses connaissances pour nuire. Comme le médecin s'y connaît un peu trop en corps humain, il peut à la fois fournir le remède, tout comme le poison. Et donc, dans les sociétés où il y a énormément de rivalité politique, où tout le monde cherche en fait à avoir le pouvoir et à éliminer la concurrence, si la médecine se mélange à des buts idéologiques, c'est un peu la catastrophe. Et ainsi, pour ne pas corrompre la médecine, qui doit toujours être pratiquée que pour le bien du patient, pour le respect de sa vie privée, le médecin ne peut pas être un bourreau. Il dit d'ailleurs dans son serment qu'il refuse catégoriquement d'administrer un poison à quelqu'un, même sous la menace ou si c'est un ordre d'une autorité quelconque. Le médecin, en fait, n'a de relation qui implique une intervention sur le corps uniquement qu'avec un patient. Il n'est pas là pour exécuter des ordres. S'il doit être un bourreau, ce n'est pas en tant que médecin, ce n'est pas en utilisant son savoir médical, point final. Bon, Hippocrate, il dit aussi dans son serment qu'il ne fournira pas à des femmes des moyens pour avorter. Mais bon, l'avortement, ça on y reviendra la semaine prochaine. Et de toutes les façons, à l'époque d'Hippocrate, on ne comprenait pas vraiment l'avortement de la même manière et les pratiques étaient toujours dangereuses à l'époque. Donc voilà l'idée, un médecin ne peut pas injecter un truc létal dans le corps d'un criminel ou lui faire le moindre mal parce que c'est contraire au serment d'Hippocrate. Ogien, il mentionne aussi l'association des anesthésistes qui ont la même position. Donc normalement et légalement, la participation du médecin dans des sanctions pénales ne peut se limiter qu'à aider la justice comme expert ou soigner les condamnés pendant le temps d'exécution de leur peine, quoi. Ce qui est en fait interdit, c'est infliger eux-mêmes un châtiment, surtout les châtiments cruels ou inhumains comme l'amputation, la lapidation ou la castration. Ces pratiques en fait ne peuvent pas être faites par des médecins. Bon, à la limite, un médecin te dit juste comment amputer ou castrer pour causer le moins de douleur possible, mais ce n'est pas à lui de le faire, mais bon, c'est quand même... on n'est pas très loin de transgresser le serment, là. Mais en tout cas, tout ça pour dire que le médecin ne peut pas être le bourreau.
hein. On peut dire que c'est une distinction entre pays démocratiques et non démocratiques, là où la peine de mort, la castration et l'amputation est encore en place. Par exemple, en Afghanistan, sous le régime des talibans, c'est les médecins qui amputent les mains des voleurs, selon un rapport d'Amnesty International du 1er janvier 1998. Et donc cette interdiction dans les pays démocratiques est justifiée par deux principes. Donc on va commencer par le premier. Le premier, c'est celui de la protection de l'intégrité physique d'une personne et du respect de sa volonté. Il dit aux gens, il ne leur est pas permis de procéder à des actes qui portent atteinte à l'intégrité physique d'une personne que si c'est au bénéfice évident de cette personne, hein, ce qui n'est bien sûr pas le cas pour la peine de mort, et dans la mesure où elle y consent, une question qui ne se pose pas vraiment quand on est condamné à cette peine. En d'autres termes, en fait, le rôle du médecin n'est pas d'infliger une douleur, sauf si cette douleur est pour le bénéfice du patient. Hein, un médecin ne peut amputer un patient diabétique par exemple, hein, enfin il peut amputer un patient diabétique, parce que voilà, il faut amputer, parce que c'est dans son bien, mais il ne pourra le faire aussi que si le patient y consent. Un patient peut refuser un traitement, et il est du devoir du médecin de respecter ce refus. S'il dit non, si le patient en fait il dit non, vous ne couperez pas ma jambe, même si cette jambe va me tuer, le médecin ne doit pas l'amputer. Donc si le patient plutôt n'a pas consenti au traitement, le médecin ne peut pas le forcer. C'est pareil aussi pour certaines maladies contagieuses. Hein. Si vous avez un rhume, vous pouvez aller au cours ou au boulot, vous n'êtes pas obligé de prendre un traitement. Par contre, pour des maladies qui sont mortelles, dangereuses et contagieuses, là c'est différent. Si vous avez en fait une maladie mortelle ou dangereuse mais qui n'est pas contagieuse, vous pouvez refuser un traitement. Par contre, si c'est contagieux, là, il faut vous mettre en quarantaine, quoi. Vous devez porter un masque et vous faire vacciner. C'est pour ça en fait qu'il faut faire des vaccins contre la rage, contre la rougeole, contre le Covid, mais pour un rhume, on ne va pas vous embêter. Hein. Par contre pour les autres, voilà, c'est des maladies qui sont mortelles et contagieuses, et c'est pour ça qu'il faut faire des dépistages récurrents, etc. Et non en fait commettre une infraction sexuelle, parce que je vois un petit peu, quelqu'un peut y penser à ça, hein, commettre une infraction sexuelle, ce n'est pas comme être porteur d'une maladie mortelle et contagieuse. Donc n'essayez pas d'utiliser l'argument du vaccin pour dire il faut aussi castrer un agresseur sexuel, quoi. Bref, en fait, on ne peut pas forcer quelqu'un à prendre un traitement parce que c'est bénéfique pour la société. Ceci s'applique aussi pour contrer tout principe utilitariste. Hein. Le médecin, en fait, n'a pas le droit de commettre ces actes contre la volonté du patient, soi-disant pour un bénéfice social, hein, sauf si, bien évidemment, la maladie en question est très contagieuse, quoi, et mortelle. Mais voilà, s'il te dit en fait, non mais en fait on va vous amputer, ou on va vous vacciner de force parce que ça contribuerait au bonheur du plus grand nombre, ou une connerie du genre, alors que la maladie n'était pas dangereuse, non, en fait ça passe pas. En fait voilà, ce principe en fait déjà, ces deux parties en fait du principe, hein, ces deux composantes de ce premier principe, ne peuvent pas être appliquées dans le cas d'une condamnation à mort, puisque le médecin ici va porter atteinte à l'intégrité physique du condamné sans que celui-ci n'en tire un bénéfice, hein, il va mourir quoi, et de deux, il ne peut pas donner son consentement parce que il est forcé en fait de prendre l'injection létale ou l'amputation, quoi. Et le deuxième principe, c'est celui de la confidentialité ou le secret médical. Forcer ces mesures sur les agresseurs sexuels obligerait des médecins à dévoiler des informations sur ces agresseurs qui sont des informations médicales. On y reviendra d'ailleurs un peu plus loin à ce deuxième principe. Alors à l'époque où Eugien a écrit ce livre, des lois ont été votées à l'Assemblée nationale pour amoindrir le risque de récidive criminelle sur les infractions sexuelles, qui selon Eugien, ils violent en fait des principes, les deux principes du respect de l'intégrité physique et le consentement, et celui de la confidentialité. C'est la loi numéro 2010-242 du 10 mars 2010, et ce qui va nous intéresser ici, c'est surtout l'article 10 de cette loi, parce que c'est là où vous avez le truc sur la castration, qu'ils appellent une inhibition de la libido. Voilà, ils disent pas que c'est une castration, ils disent inhibition de la libido. Et ce que vous allez trouver dans cet article, c'est dingue en fait. C'est-à-dire que l'article dit que vous devez recevoir une castration prononcée soit lors de votre condamnation, soit postérieure à votre condamnation. C'est-à-dire en fait qu'on peut ne pas vous dire que vous allez être castré, et on vous réserve la surprise à la sortie, quoi. Et c'est une sortie conditionnelle, hein, c'est-à-dire que vous ne sortez que si vous acceptez qu'on vous castre.
et que vous restez aussi sous une surveillance judiciaire ou une surveillance de sûreté, comme ils disent. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le suivi socio-judiciaire, et on y reviendra en fin de vidéo. Donc, en fait, ces mesures obligent les agresseurs sexuels à subir une castration forcée, et le plus drôle, c'est qu'elles présentent ces châtiments comme un choix. Donc, il serait compatible avec la volonté de l'agresseur. En fait, ces lois n'interviennent qu'à la fin de la peine purgée, la peine purgée par l'agresseur. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez commis une infraction sexuelle, vous êtes en prison, vous purgez votre peine, et puis là, lorsque vous arrivez à la fin, vous êtes sur le point d'être libéré, et là, on vous donne un choix à faire. Voilà. Et d'ailleurs, Eugien, il explique très bien le choix. Il dit, ou bien vous subissez, ou bien voilà, subir un traitement inhibiteur de la libido, dit de castration chimique, en prenant par voie orale et sous surveillance médicale des médicaments qui bloquent les sécrétions d'hormones androgènes, essentielles à la testostérone, ou en recevant des injections pratiquées par un médecin qui bloque les hormones de reproduction, ou bien être réincarcéré sous un régime dit de sûreté, au cas où il ne suivrait pas ou plus ce traitement médical. Donc oui, vous avez bien lu, vous n'êtes autorisé à sortir de prison que si vous acceptez de vous faire castrer. Sinon, vous retournez en prison, même si vous avez purgé votre peine. Voilà, on donne le choix. Hein. Bon, déjà, ceux qui ont écrit ces lois, apparemment, ne savent pas faire la différence entre un choix et un ultimatum, mais comme dit Eugien, affirmer de plus que le consentement du patient est respecté dès lors que l'auteur de l'infraction sexuelle a demandé lui-même à suivre le traitement ressemble à une farce. Et parce que oui, c'est drôle, hein, c'est clairement, ça viole le consentement de l'agresseur. Il y a un moyen, en fait, de rendre ceci compatible. Il n'y a pas de moyen, plutôt. C'est en fait, on peut présenter la castration comme vraiment un choix à l'agresseur, comme en fait, au lieu d'un ultimatum. Enfin, on peut en fait faire ça. On peut présenter le truc comme un moyen. Enfin, on peut présenter le truc vraiment comme un choix. C'est en fait, il suffit de dire, soit on vous castre, soit vous prenez le risque de vous faire réincarcérer si vous recommettez l'infraction. Là, vous avez un choix. Soit on te coupe les boules, soit on te libère, et si tu refais ton crime, tu retourneras en tôle. Voilà, tu seras réincarcéré si tu commets la faute. Là, c'est un choix. Or, le choix qui est présenté dans ces lois, c'est entre se soumettre à un traitement médical qui te castre ou être réincarcéré d'office, même si tu ne commets pas de faute, même si tu ne recommets pas d'infraction. C'est pour ça, en fait, que ça viole le consentement. Eugien dit qu'il faut distinguer deux situations différentes. Il dit il ne faut pas perdre de vue que l'auteur d'une infraction sexuelle en fin de peine ne choisit pas entre se soumettre à un traitement ou prendre le risque d'être réincarcéré s'il commet une faute, mais entre se soumettre à un traitement médical ou être réincarcéré d'office même s'il ne commet pas de faute. Donc, ces deux situations ne sont pas du tout pareilles. Dans le premier, le consentement est respecté, mais dans le second, non. Alors pourquoi il n'est pas dans le second? Parce que ça y est, en fait, il a déjà purgé sa peine. Et là, tu lui dis, si tu refuses la castration, on va prolonger la peine, ce qui veut dire que tu vas lui rajouter une autre peine, alors que là, il n'a pas commis de faute, mais parce qu'il va peut-être en commettre dans l'avenir. Donc, tu lui rajoutes des peines pour des crimes qu'il n'a pas encore commis. Et tu ne sais même pas s'il va les commettre. Bon, hein, même le fait de le savoir, hein, genre dans les dystopies à la Minority Report, où on peut en fait arrêter les gens pour des futurs crimes parce qu'on peut prédire leur comportement, bon, même ça, éthiquement, c'est aussi un cauchemar. Donc, vous verrez en fait l'absurdité directe avec un vol en Afghanistan. Imaginez en fait, on vous envoie en prison parce que vous avez volé une voiture. Vous purgez votre peine, et au moment de votre sortie, on vous dit soit vous acceptez qu'on vous ampute la main, soit vous restez en prison indéfiniment jusqu'à ce que vous acceptez l'amputation. Bon là, bien évidemment, ça ressemble à des ajouts de peine pour des vols futurs. Sous prétexte, parce que vous avez volé une fois,
tu dois te prendre en fait une peine qui regroupe tous les vols possibles de l'avenir, tous les vols que tu peux commettre dans l'avenir, sauf si tu te rends physiquement impossible de voler. C'est pas du respect du consentement, ça. Comme dit Augien, il s'agit plus d'une forme de chantage que d'une incitation au soin. Bon, après, on peut dire qu'après tout, pourquoi doit-on respecter son consentement? Lui, il n'a pas respecté celui de sa victime. Et c'est vrai, il ne l'a pas respecté. Mais dire que celui qui ne respecte pas le consentement sexuel d'une personne, la justice ne devrait pas respecter son consentement à lui, bah là, on revient au truc du talion. C'est de l'œil pour l'œil, c'est du dent pour dent. Ce n'est pas comme ça que la justice pénale, moderne en tout cas, fonctionne, et on a déjà vu pourquoi. Donc, voilà pour le consentement. Maintenant, il y a aussi le problème de l'intégrité physique. Avec ces lois, ces lois qui passent à l'Assemblée nationale, au moment où j'ai écrit ce livre, vous avez des médecins qui violent votre intégrité physique en vous castrant sans qu'il y ait le moindre bénéfice pour vous médicalement. Tu peux dire il y a un bénéfice pour la société, mais on a vu que le bien commun est contre le principe de la médecine. Et en plus, même si tu dis qu'il y a un bénéfice pour la personne, ce n'est pas un bénéfice médical. Qu'il retrouve la société, ok, c'est mieux que de moisir en prison, mais les bénéfices qui permettent à un médecin de t'amputer ou de te castrer doivent être des bénéfices médicaux. C'est parce que sans ces opérations, ta santé sera directement affectée. C'est pas, elle sera affectée par d'autres facteurs indirects, genre les gens vont t'exclure socialement si on ne t'ampute pas. Non, il faut que le membre lui-même soit un danger pour ma société. Okay, le membre à amputer, il faut qu'il soit un danger pour ma santé. J'ai dit ma société ou santé? Attends, il faut que le membre à amputer soit un danger pour ma santé directement. C'est ça en fait le bénéfice. Il doit être médical pour justifier ces opérations. Et il ne faut pas oublier que ces opérations de castration sont principalement, se font principalement par prise de médicaments ou par injection. C'est ça en fait une castration chimique. Ce n'est pas en fait c'est pas on te retire les couilles. On fait pas de toi en fait un eunuque. On fait que bloquer leur production par des substances chimiques. Or, on connaît leurs effets secondaires. Ils sont pas du tout mineurs. Puisqu'il s'agit avant tout de supprimer la production de testostérone, ça peut en fait entraîner une perte de densité osseuse, augmentant le risque d'ostéoporose, je crois, c'est ça, d'ostéoporose et de fracture. Il y a une diminution de la masse musculaire et une augmentation de la graisse corporelle, en particulier au niveau des hanches et des cuisses. Des maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension artérielle, les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques. Des perturbations de la glycémie et un risque accru du diabète. Et enfin, il y a aussi des problèmes psychologiques, comme des changements d'humeur, une susceptibilité accrue à la dépression, à l'anxiété, à l'irritabilité, ainsi qu'une diminution de la cognition, de mémoire et des capacités de raisonnement même dans certains cas. Et ainsi, en fait, ces actes de castration chimique, comme dit Augien, ressemblent à, citation, des actes portant atteinte à l'intégrité d'une personne, non pour son propre bénéfice, mais pour le bénéfice supposé de la société, comme celle du médecin qui procède de l'amputation d'un pied, d'un nez ou d'une main en exécution d'une décision de justice. Voilà, en fait, il n'y a aucun bénéfice médical pour l'agresseur ici, juste un bénéfice social, ce qui est contre toute pratique médicale. Un médecin ne peut pas obliger qui que ce soit à un traitement ou une opération non consentie par la personne qui n'a aucun bénéfice médical pour cette personne-là, mais seulement un bénéfice social hypothétique. Et en plus, dire « mais il y a un bénéfice puisque c'est pour que je ressorte de prison », c'est comme dire si tu acceptes que je t'ampute une seule main, je ne t'en couperai pas une jambe aussi. Et tu dis « ah c'est bénéfique puisque ça me permet de garder mes deux jambes ». Donc c'est clairement absurde. Et c'est aussi du chantage en fait. Donc le premier principe sur l'intégrité physique et le consentement est complètement transgressé. Il est transgressé puisque ces lois font en réalité du chantage à l'agresseur. Et maintenant, pour le deuxième principe, celui de la confidentialité, il y a aussi une transgression, parce que un médecin ne doit pas divulguer les raisons d'un patient, les raisons qu'un patient doit faire, les raisons qu'un patient peut avoir pour faire telle ou telle opération. Si on fait une opération médicale et ensuite ta tête, elle est affichée, genre tout le monde sait que tu es castré parce que tu as commis
une infraction sexuelle, bah, ce n'est pas quelque chose que les gens ont à savoir en fait. Une fois que tu as purgé ta peine, temps passé retourne, voilà, enfin, temps passé en fait il reste dans les limites de ta vie privée. Mais Augien, lui, parle d'une violation du secret médical dans un autre contexte. Alors, le traitement pour te castrer, ben, c'est un traitement. Okay, c'est-à-dire, si tu arrêtes de le prendre, ben, tu reproduis du testostérone et ta libido revient. Et le traitement, tu ne le prends pas en prison, en fait. On a dit que accepter le traitement, c'est pour ne pas rester en prison. Ça signifie qu'il doit y avoir un suivi. Le médecin doit toujours observer l'agresseur et s'assurer qu'il prend toujours ses pilules ou faire ses injections. Si tu arrêtes, le médecin traitant, celui qui est chargé de ton suivi, doit avertir un médecin coordinateur qui, lui, doit avertir le juge. Un médecin, normalement, ne peut pas faire ça. Il ne peut pas prévenir des autorités sous prétexte que son patient ne prend pas un traitement. Donc, tout ça pour dire que si ce qui distingue les pays démocratiques des non démocratiques, là où les peines de mort ne sont pas abolies, c'est la distinction entre médecin et bourreau, les lois qui veulent castrer les agresseurs sexuels par intervention médicale, parce que seuls les médecins peuvent le faire bien sûr, c'est faire des médecins des bourreaux. Et donc on n'est plus du tout dans un pays démocratique ou dans un régime démocratique. Alors bien sûr, ceux qui défendent ces lois, bah, bien évidemment, n'aiment pas être comparés à des régimes non démocratiques, et vont faire toutes sortes de raisonnements pour prouver qu'une castration chimique ou la rétention de sûreté hors condamnation, c'est pas un châtiment, et encore moins cruel et inhumain. Alors ils sont d'accord pour dire qu'une castration physique, genre on te coupe vraiment les boules, bah c'est un peu trop. Hein, si on t'ampute le pénis, voilà, ça c'est barbare. Et donc selon eux, la castration chimique n'a rien à voir avec ces pratiques. Et pourquoi? Bah là, attention, parce qu'on va entrer dans un niveau de gaslight les gens. Là on est à la fin. Autre dimension, parce que pour eux, alors déjà, en fait, ils ressortent l'argument du c'est consenti par l'agresseur, hein, mais en plus, ils te sortent, bah, c'est aussi pour son bien à lui aussi. Voilà. D'ailleurs, en fait, Augien, voilà, enfin, il cite, voilà, je vais vous lire le passage, mais je promets pas que je pourrais m'empêcher de rigoler tellement c'est lunaire comme foutage de gueule. Alors, voilà, citation. Il ne s'agit pas d'une intervention irréversible pratiquée contre la volonté du patient, mais d'un programme de soins auquel le patient consent s'il considère qu'il peut lui être utile. Pour eux, la rétention de sûreté est un contrôle de réinsertion qui est censé bénéficier au condamné qui a purgé sa peine et non une peine hors condamnation qui lui est infligée. Ils soutiennent qu'il n'y a pas de différence majeure entre cette intervention et l'injonction de soins aux drogués, qui ne semble pas poser de problème éthique particulier. Enfin, ils avancent l'exemple d'autres pays qui ne sont pas moins démocratiques que la France et qui autorisent la castration chimique comme seule mesure efficace contre la récidive. Donc, juste en lisant, vous vous dites sûrement, là non, là ils nous prennent vraiment pour des cons quand même. Et Augien n'est pas en train de déformer leur argumentation, hein. C'est vraiment comme ça qu'ils présentent la castration chimique. Ici, Augien donne comme source le rapport, numéro 2007 de monsieur Jean-Paul Garraud, G-A-2-R-A-U-D, sur le projet de la loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle présenté à l'Assemblée nationale le 4 novembre 2009. Et dedans, vous trouverez tous ces arguments avancés, à part celui de la drogue. Hein. Ça, je n'ai pas trouvé de parallélisme dans le rapport entre la castration chimique et les soins imposés aux toxicomanes, mais on peut faire l'analogie. Enfin, ils sont qu'à ça près, quoi. On peut dire en fait qu'après tout, les toxicomanes, on leur impose des soins pour réduire leur dangerosité s'ils sont encore addicts aux substances. Pour éviter en fait qu'ils ne volent, menacent ou tuent sous l'effet de la drogue ou pour s'en procurer, on peut dire qu'il est légitime de leur imposer des soins. Ici donc la castration serait présentée comme un soin, hein, d'ailleurs à plusieurs reprises dans le rapport, c'est comme ça que la pratique est présentée, comme des soins. Il s'agit de prendre en fait un traitement, des médicaments, des injections, comme un diabète prend les injections d'insuline, quoi. Et donc pour eux, il n'y a pas de différence entre castrer chimiquement quelqu'un et l'injonction de soins aux drogués. Ils disent si forcer des junkies à se soigner en fait ne nous dérange pas éthiquement, alors la castration chimique ne devrait pas poser problème. Alors bien évidemment, c'est un putain d'abus de langage là.
Le rapport, en nous présentant la castration comme un traitement, comme une injonction de soins pour réduire la libido, c'est comme ça que c'est écrit, ce qui en fait permettra aussi aux agresseurs de retrouver une vie normale. Hein, c'est comme si en fait vous les libérez, vous libérez ces pauvres agresseurs de pulsions incontrôlables qui détruisent leur vie à eux aussi, en plus de la vie de leurs victimes. Et donc en fait nous présenter la castration comme un soin permet déjà d'éviter les accusations de torture. Même on va voir par la suite que le rapport va jusqu'à dire que le terme castration n'est pas approprié. Hein. D'ailleurs là je vais vous citer le rapport là un instant. Donc le rapport, voilà ce qu'il dit. Il dit « Nous ne sommes pas opposés à un recours accru aux traitements médicaux permettant de mieux maîtriser les pulsions sexuelles des personnes ayant fait l'objet d'une condamnation, mais nous sommes fermement opposés à ce qui se sache derrière la notion de castration chimique. Car il ne s'agit pas de castration, notion qui alimente tous les fantasmes et peut être assimilée à une forme de torture, avec des risques de dérive et de confusion avec la question de la castration physique. » Et deuxièmement, ils disent « Plein d'autres pays sont moins démocratiques que nous, la France, donc moins démocratiques, le font, et disent que c'est la seule mesure efficace contre la récidive. » Bon, alors déjà, on ne peut pas prendre ces arguments au sérieux, et Augien donne 5 raisons pour les contester. Premièrement, la comparaison des castrations chimiques avec les injonctions de soins aux drogués. Il dit « On ne peut pas mettre sur le même plan les soins aux drogués qui ne les privent d'aucune fonction physique importante et la castration chimique dont le but est précisément d'atteindre deux de ces fonctions, qui est la sexualité ou la reproduction. » Voilà, en fait, en gros, il dit que c'est pas pareil. Quand on amène en fait un drogué en cure de désintox et qu'on le met sous traitement, on ne réduit pas en fait sa capacité physique, on ne touche pas à son intégrité, on le rend pas incapable de faire certaines choses avec son corps qu'on considère tous comme importantes dans la vie d'un être humain. Au contraire, en fait, aider un drogué à se libérer de l'addiction, c'est surtout pour lui permettre de retrouver une santé physique et des fonctions corporelles et cognitives. On ne détruit pas ou inhibe pas les fonctions de son corps. Or, la castration physique, c'est ce qu'elle fait. Elle vise à rendre des gens en bonne santé et capables de contrôler leurs actions de manière à ne pas recommettre ces crimes. On veut les rendre des handicapés. Même des pédophiles, on les castre quand vraiment dernier recours, lorsque c'est une pathologie incurable. Mais on sait aujourd'hui que plein de cas de pédophilie sont dus à des problèmes psychiques, voire même morphologiques. Dans la plupart des cas, on essaye de soigner la personne pour qu'elle retrouve une sexualité qui n'implique pas la nécessité de violer des personnes qui ne peuvent pas donner leur consentement. La castration reste en fait vraiment un tout dernier recours pour que des cas souffrant d'une pathologie très violente, un désordre sexuel très violent, quoi. C'est juste que pour ça. Et ça reste aussi très rare comme procédure. Dans la note 6, Augien mentionne un article du New York Times, donc l'article qui s'appelle Europeans Debate Castration of Sex Offenders. Donc ça c'est en fait un article qui parle d'un truc à Prague, donc c'est une procédure qui se fait juste une fois dans l'année, genre 2 fois maximum, et encore plusieurs organisations et associations des droits humains contestent ces pratiques, même sur ces agresseurs qu'on juge irrécupérables. Donc déjà, non. La castration chimique crée littéralement un handicap, elle te prive de ta libido et de ta capacité à te reproduire, c'est une mutilation de ton corps que rien ne justifie, même pas le fait que l'agresseur n'a pas respecté le corps de sa victime. Donc ça n'a rien à voir avec une addiction. Surtout qu'en plus, on ne force jamais un drogué à aller en cure de désintox ou prendre des traitements sans leur consentement. Et ça, c'est la deuxième raison de contester ces arguments. C'est encore une fois le truc du consentement. Aucun pays européen, à l'exception de la Pologne, n'impose la castration contre la volonté de l'auteur de l'infraction sexuelle. Mais même dans les pays qui l'autorisent ou envisagent de l'autoriser sous condition de consentement, c'est une disposition contestée par les organisations de défense des droits de l'homme. Alors pour être précis, l'article du New York Times, il mentionne aussi la République tchèque qui pratique la castration, mais contrairement à la Pologne, la castration n'est faite en fait qu'à la demande
de l'agresseur. L'article mentionne l'affaire Pavel. Alors c'était un détraqué qui a tué un garçon de 12 ans parce que c'est ce qu'il fait bander, apparemment. Et il a demandé à être castré, mais par chirurgie, vers la fin de sa peine, et depuis il dit qu'il est libéré, qu'il peut vivre sans crainte d'être une menace pour les autres. Il est même devenu catholique et travaille comme jardinier dans une cathédrale, etc. L'autre affaire, c'est celle d'Antona Novak, qui a été condamné à perpète pour le viol et le meurtre d'un petit garçon de 9 ans, un enfant qui s'appelle Jacob Simanek, je crois. Alors, lui, apparemment, il devait être castré pour une infraction qu'il avait commise avant, mais il n'a pas été castré, et du coup, plusieurs organisations, y compris le père de Jacob, ils mettent en fait la responsabilité sur la justice parce que la castration pour les agresseurs sexuels n'était pas une obligation. Et bien évidemment, les associations des droits de l'homme se font aussi attaquer parce qu'ils sont tenus pour responsables dans cette stratégie. Le père de Jacob les accuse de prioriser les droits des détraqués plutôt que ceux de leurs victimes, quoi. Alors ici, c'est pour dire que la castration nous permet en fait d'éviter ces violences. Il s'agit en fait d'un argument en faveur de son efficacité. Mais ça, c'est un argument qu'on verra aussi plus loin. Pour l'instant, en fait, l'argument, c'est en fait la Pologne le fait, alors pourquoi pas nous? Donc ici, si l'argument c'est les autres le font, alors pourquoi pas nous? En réalité, il n'y en a qu'un seul qui le fait et sans le consentement de l'agresseur, et plusieurs organisations de droits de l'homme contestent ces pratiques. Ces circonstances, en fait, font qu'on ne devrait pas, en fait, se précipiter avec ces pratiques et l'imposer juste parce qu'un autre pays le fait, un seul autre pays le fait. D'autres pays, en fait, pratiquent l'excision. Est-ce qu'on doit aussi la pratiquer sous prétexte que d'autres États, et pas du tout démocratiques d'ailleurs, mutilent les parties génitales des femmes? Alors, là, je vais passer directement à la quatrième raison et garder la troisième pour un peu après, parce que elle est directement liée à la partie suivante du chapitre. Du coup, on passe directement à la quatrième raison, là, de ne pas, en fait, prendre ces arguments au sérieux. La quatrième raison, c'est cette histoire, en fait, de castration chimique. Cette histoire de la castration chimique, c'est pas de l'amputation ou de la castration chimique, parce que ce n'est pas une opération unique et irréversible. Alors, oui, selon les médecins consultés, techniquement, ce n'est pas de la castration, et ça ne devrait même pas être appelé ainsi. Donc, Augin, il dit, quatrième raison pour rejeter l'argument, parmi les médecins qui ont été consultés pour clarification, castration chimique est une expression inappropriée puisqu'il ne s'agit pas d'un acte unique et irréversible, mais d'un traitement médical prolongé dont les effets s'interrompront aussitôt qu'il est arrêté. Cependant, ce traitement a des effets secondaires qui ne sont pas sans gravité. Et s'il n'est pas physiquement irréversible, il l'est socialement, puisqu'il doit être suivi à perpétuité si celui qui s'y soumet veut éviter la prison. Donc dans la note 8, Augin il donne l'article de Marie Picmal, l'article qui s'appelle « La castration chimique, l'état des lieux ». Donc il est publié dans Libération à la suite du viol et meurtre de Marie-Christine Odo, qui est une assistante maternelle de 42 ans, lors de son jogging par un certain Manuel Dalcruz. Donc Dalcruz, en fait, a déjà violé une adolescente de 13 ans en 2000, qui s'appelle Morgane Valli, et après ça, après sa libération en 2008, la libération de Cruz en 2008, il a violé et tué Marie-Christine en 2009. Morgane a d'ailleurs témoigné au procès du meurtre de Marie-Christine en disant qu'elle savait qu'il allait recommencer. Donc, une autre histoire en fait qui soutient l'idée que la castration, c'est ce qu'il faut faire dans ces situations. Mais, selon Marie Picmal, donc la journaliste de Libération, la castration est présentée comme la solution miracle, et qui en plus est présentée comme étant très éloignée de la castration physique. La France reste quand même un pays qui prétend se distinguer des pays non démocratiques par le refus d'avoir recours à des pratiques barbares pour régler la question de justice. Mutiler définitivement quelqu'un, peu importe qui ou ce qu'il est, c'est contre-intuitif pour ce genre de pays. Mais en même temps, il reconnaît la nécessité de faire quelque chose sans aller contre ces principes démocratiques et les droits humains. Et ainsi, il présente la castration chimique qui elle, n'aurait rien à voir avec ces pratiques barbares d'arracher des noix, quoi. Donc voilà, c'est juste en fait des médicaments qu'on prend et dans les effets s'estomperont dès qu'on arrête. Du coup, on ne peut pas dire que c'est une castration
parce que la personne reste capable de se reproduire et d'avoir une libido une fois les traitements arrêtés. Donc c'est facilement réversible, ce n'est donc pas une castration, on ne touche pas à l'intégrité physique ou au corps des agresseurs, bref, on ne les handicape pas, sauf que c'est du foutage de gueule encore. On a dit que ces traitements, ils ont des effets secondaires très dangereux, qu'on ne peut pas en ignorer, déjà, et que de toute façon, ces traitements, même si leurs effets sont réversibles, ce sont des traitements que la personne est obligée de prendre toute sa vie, si elle ne veut pas retourner en tôle. Du coup, il ne peut pas se servir de ses fonctions, enfin des fonctions de son corps, même si tu ne l'as pas physiquement castré. C'est comme si en fait, tu as un pouvoir, tu peux en fait te régénérer, mais tu as volé une orange et donc on te coupe la main, mais on te dit, c'est pas grave, t'es pas handicapé parce qu'elle repousse, juste que quand elle repousse, on va la couper de nouveau, quoi. Mais sinon, voilà, t'es pas amputé ou handicapé, voilà, t'inquiète. Et puis, si tu veux pas, comme j'ai dit, tu retournes en tôle, quoi. Donc, voilà, c'est ton choix. Donc, c'est pour ça que même si c'est pas une castration physique, ça reste quand même une castration sociale. Tu inhibes les capacités physiques de la personne à engager en fait dans certaines activités sociales, et donc ça, c'est l'handicapé. Et enfin, ces arguments, c'est de la merde parce qu'ils ne font pas ce qu'ils sont censés faire en fait. C'est-à-dire garantir qu'il n'y aura pas de récidive. Donc cinquième point, quand on examine de plus près les nouvelles dispositions pénales prévues par ces lois, on se demande bien si elles visent vraiment à amoindrir le risque de récidive criminelle. Parce que selon Augien, le risque de récidive ne diminue pas par la castration chimique. Comme il dit, si le but c'est qu'en diminuant la libido, les agresseurs ne recommettent pas d'infractions du même genre, c'est un peu raté. Parce que plusieurs autres agressions sexuelles qui ont été en fait mises sous ces traitements, plusieurs auteurs en fait qui ont été mis sous ces traitements, ils ont quand même recommis des agressions. Il se trouve que souvent, commettre des infractions sexuelles n'a rien à voir avec la libido en fait. Et là aussi, Augien se réfère à l'article du New York Times qui remet en question l'efficacité de la castration contre le risque de récidive. Parce que si vous croyez que moins de libido égale pas d'agression sexuelle, on se trompe. Quelqu'un peut commettre une infraction sexuelle sans que sa libido soit impliquée. Dans les pays où la castration est forcée, c'est soit en fait on te castre, soit tu restes en tôle, c'est ça en fait quand on dit que la castration elle est forcée, les agresseurs choisissent la castration pour éviter de rester en tôle, mais ça ne veut pas dire qu'ils regrettent en fait ce qu'ils ont fait, ou qu'ils ont compris que leur infraction est un crime. Du coup, ils peuvent recommettre des infractions, mais juste par vengeance en fait, ou par plaisir juste psychologique, pas par plaisir en fait sexuel. Ils peuvent violer non pas pour un plaisir sexuel, mais parce qu'ils veulent faire du mal en fait à leurs victimes. Et selon l'article, 3 agresseurs sexuels castrés de la République tchèque ont commis des crimes violents. On parle de tentatives de meurtre et de pédophilie, donc malgré que le gars était castré. Pour plusieurs en fait psychanalystes, ce genre d'incident prouve qu'en réalité, les agressions sexuelles qui relèvent de la pathologie sont des questions en fait de psychologie. C'est pas une question d'hormones ou de testostérone. Et même si en fait, toujours selon l'article, une étude danoise a montré que le risque de récidive chez 900 agresseurs castrés dans les années 60 a diminué de 80% à 2,3%, plusieurs associations de droits humains trouvent que ces études sont souvent biaisées dans leur méthodologie, parce qu'ils reposent en fait énormément sur les témoignages des agresseurs. D'ailleurs, même le père de Jacob s'opposait à la castration parce qu'elle ne peut pas en fait rassurer la population. Pour lui, un agresseur, sexuel en liberté, castré ou pas, c'est une menace, et le seul moyen, c'est de les enfermer à perpète. Il voit en fait que la castration, c'est justement en fait un moyen de faire passer leurs droits avant celui des victimes. C'est une espèce en fait de compromis où on essaie encore de ne pas transgresser les droits des violeurs en les réinsérant dans la vie civique. Donc, si certains défenseurs de ces lois pensent que les problèmes des infractions sexuelles, c'est un manque de contrôle de la libido ou une libido intense, ils ne sont pas du tout compétents pour proposer des lois en fait. On peut d'ailleurs facilement avoir autant de libido que des agresseurs sexuels, genre avoir un même état libidinal qu'eux, mais on ne passe jamais à l'acte, quoi. Comme dit Augien, il ne suffit pas d'avoir une libido forte pour commettre ce genre d'infraction, et il ne suffit pas d'avoir une libido faible pour ne pas en commettre. Et donc c'est là où on retourne à la troisième raison de rejeter ces lois,
Hein, et en fait, donc, qui me semble la plus importante ici hein, pour ce chapitre, et en fait, Augien, il dit, il faut rejeter ces lois parce que déjà, c'est des lois qui sont rétroactives. Alors, une loi rétroactive, ou une loi ex post facto, c'est une loi qui condamne des actions à un moment où la loi n'était pas encore adoptée. Par exemple, si là, maintenant en 2025, il n'y a pas de loi qui vous interdit de faire certaines choses, genre voilà, faire action X, mais l'année prochaine, une loi est adoptée qui interdit X, normalement, il y a un principe en justice qui s'appelle la sécurité judiciaire, ou le nulla poena sine lege. En latin, ça signifie pas de peine sans loi. Et en fait, ce principe interdit la loi passée en 2026 de condamner l'acte commis en 2025. La loi ne peut condamner que les actes à partir de 2026. Si j'ai volé du pain en 2025, mais il n'y avait pas de loi qui interdisait le vol du pain, mais qu'en 2026, cette loi arrive, je ne peux pas être puni pour le pain que j'ai volé en 2025, mais uniquement si je vole du pain à partir de 2026. Une loi rétroactive est une loi donc qui ne respecte pas ce principe. Si la loi en 2026 stipule que tous les actes X commis avant son adoption sont condamnables, alors elle est rétroactive. Si en 2026, un flic sonne à ma porte et m'arrête pour du pain que j'ai volé en 2025, avant l'adoption de cette loi, c'est une loi rétroactive. Et les lois rétroactives ont toujours beaucoup de mal à passer à cause du risque judiciaire qu'elles posent. Les gens ne savent jamais, en fait, qu'est-ce qui peut, dans l'avenir, devenir illégal. Donc, on évite de les punir pour des actions faites à une époque où les lois ne les interdisaient pas. Les lois, en fait, sur la récidive sont des lois rétroactives aussi, et donc elles ont beaucoup de mal à passer. D'ailleurs, c'est pour ça, et Augien le rappelle, qu'un projet de loi sur la récidive a été rejeté par le Conseil constitutionnel. Il s'agit de la décision numéro 2008-562, décès du Conseil constitutionnel du 21 février 2008. Alors, il faut bien expliquer ici, une loi rétroactive n'est pas juste limitée qu'à des actes passés à une époque où la loi qui les interdit n'existait pas encore, mais aussi à des actes futurs, c'est-à-dire en fait des actes qui n'ont pas encore été commis, mais qu'on suppose que la personne a des chances de les commettre. Ce qui dérange en fait dans ces lois, c'est qu'elles ne respectent plus un truc essentiel dans le droit pénal moderne, c'est la présomption d'innocence. Innocent jusqu'à preuve du contraire. Personne ne peut être coupable d'une chose tant que sa culpabilité n'a pas été démontrée. Or, dans le cas de ces lois, ce qu'elles cherchent à démontrer, ce n'est plus la culpabilité, mais la dangerosité des individus. Le rapport répétait à plusieurs reprises la notion de dangerosité. Que c'est ça en fait qu'il faut viser par ces lois et pas juste la culpabilité des agresseurs. Si la décision du Conseil constitutionnel a rejeté ce genre de loi en 2008, c'est parce qu'elles sont anticonstitutionnelles, justement. La Constitution, la Déclaration des droits de l'homme, prône l'égalité de tous envers les lois. Or, pour qu'une telle égalité soit possible, il faut tenir en fait les gens responsables de leur culpabilité et non de leur dangerosité. Une fois que tu considères que des personnes sont plus dangereuses qu'une autre et donc il faut que la loi agisse selon la dangerosité, tu ne considères plus les gens comme égaux envers les lois. Donc l'agresseur sexuel, par ces lois rétroactives, n'est plus considéré comme égal envers la loi. De la même manière que les minorités ethniques et les Afro-Américains n'étaient pas considérés comme égaux parce qu'ils étaient considérés comme dangereux. Plusieurs lois, en fait, les ségrégaient, leur interdisaient l'accès à certains espaces. Et on va voir que c'est ce que ces lois ordonnent de faire envers les agresseurs. Le but ici, ce n'est pas de dire en fait que les agresseurs ne sont plus des agresseurs, mais qu'une fois leur peine purgée, on n'a pas à changer de critères juridiques pour eux. Ils redeviennent en fait innocents aux yeux de la loi tant qu'ils n'ont pas commis de nouvelles infractions. Donc voilà en fait les raisons de cette décision. Ces lois porteraient atteinte au principe de l'égalité des délits et des peines, dès lors qu'elle ne vient sanctionner aucune infraction clairement déterminée et qu'elle n'est elle-même pas limitée dans le temps. D'accord ? La rétention de sûreté que le rapport a essayé de faire passer violerait le principe de nécessité des peines, la présomption d'innocence, que cet enfermement sans aucun terme
prévisible, qui peut être en fait renouvelée indéfiniment en fonction d'une probabilité de récidive, serait manifestement disproportionnée, que l'évaluation de la dangerosité présenterait trop d'incertitudes et d'imprécisions pour justifier en fait une grave privation de liberté, que la rétention constituerait en définitive une détention arbitraire et une atteinte à la protection de la dignité de la personne humaine. Et enfin, son application aux personnes condamnées par des faits commis antérieurs à la promulgation de la loi porterait atteinte au principe de non-rétroactivité de la loi pénale qui serait beaucoup plus sévère. Du coup, selon Augien, c'est pour ça que les défenseurs de ces lois veulent les présenter non comme des peines, mais comme des mesures de réinsertion. Donc, voici en fait comment Augien écrit la troisième raison de refuser de critiquer ces arguments. Présenter la rétention de sûreté comme une mesure de réinsertion et non comme une peine de prison est une manœuvre grossière dont le seul objectif est d'éviter l'accusation d'imposer une peine hors condamnation en vertu d'une loi rétroactive. Donc voilà en fait ceux qui ont présenté ce projet, hein, ils savent que si tu es vraiment honnête avec ce projet, hein, que tu disais vraiment hein, les termes comme si tu disais vraiment enfin, les vrais termes, ce projet en fait ne passera pas. Parce que ça pue la loi rétroactive à des kilomètres. Retenir en prison quelqu'un alors que sa peine a été purgée, c'est ça en fait la rétention de sûreté. Et vouloir faire passer ça pour de la réinsertion, et pas en fait pour une nouvelle peine pour un acte qui n'a pas encore été commis, c'est une loi rétroactive. Et donc essayer de faire passer ça pour autre chose, c'est de la novlangue, c'est de la langue de bois, c'est du foutage de gueule, c'est du gaslighting, c'est de la manipulation. Donc on vient de voir toutes les raisons de ne pas prendre au sérieux ces arguments en faveur de la castration chimique des agresseurs. Mais il y a aussi une autre raison qui en fait découle de cette troisième, hein, et c'est pour ça que j'ai mis la troisième après la cinquième. Comme ça en fait voilà, ça fait une belle transition. Donc puisqu'on nous dit que ceci en fait n'est pas une loi rétroactive parce qu'elle vise non pas la punition de l'agresseur pour des actes qu'il n'a pas encore commis, mais pour le réinsérer, on se demande en fait comment est-ce qu'on le réinsère. Comment est-ce qu'il est possible de dire qu'une personne en fait qu'on castre chimiquement par un traitement perpétuel jusqu'à la mort peut s'insérer socialement et retrouver une vie digne et normale. Encore une fois, hein, si tu dis que tu ne veux pas que l'agresseur retrouve une vie normale même après avoir purgé sa peine, là déjà c'est une autre histoire. Mais bon, ça implique que tu considères qu'il n'y a jamais de peine assez grande pour une infraction sexuelle et ça pratiquement, du point de vue pénal, soit c'est prison à perpète, soit c'est une torture à perpète, soit c'est la peine de mort, quoi. Dans tous les cas, c'est difficile de justifier de telles mesures. Mais en tout cas, si le projet dit ouvertement qu'il vise la réinsertion des agresseurs, alors il faut que cette insertion soit possible. Or, pour Augien, le programme de castration chimique rend ce projet impossible, en fait, et pour deux raisons. La première, c'est que, comme c'est un peu comme dans Les Misérables, où Javert, en fait, donne à Jean Valjean, après que celui-ci est sorti de prison, qu'il a purgé sa peine et tout ça, il lui remet le passeport jaune, et normalement, ça s'appelle en fait un passeport interne, parce que techniquement, jaune, c'est un document d'identité pour les prostituées, mais on l'appelle aussi comme ça. Donc c'est-à-dire en fait que Valjean doit toujours en fait porter sur lui un document qui dit que c'était un ex-bagnard, pour que tout le monde, où qu'il aille, sache qu'il a fait de la tôle, que c'était un criminel. C'est en fait un passeport de la honte, quoi. Et je sais pas pour vous, mais dans Les Misérables, les mesures que subit Valjean ne visent pas du tout sa réinsertion. Bien au contraire, ça vise surtout son isolement social. Ici, la castration chimique, c'est pareil. Il s'agit en fait d'un isolement social à perpétuité. Et la deuxième raison de l'impossibilité de son réinsertion, c'est parce qu'en fait, la castration chimique tient l'agresseur dans une situation paradoxale, parce qu'il est jugé de deux manières contradictoires, comme à la fois malade incurable et responsable de ses actes. Augien, il dit, en effet, tout dans ces lois contribue à rendre quasiment impossible la réinsertion de l'auteur d'une infraction sexuelle qui a été condamné à la prison. Il est fiché, surveillé, humilié, considéré comme un monstre irrécupérable, même après l'exécution de sa peine. Il est jugé à la fois comme un malade incurable et comme parfaitement responsable de ses actes. Donc voilà en fait, quand on dit qu'on veut la réinsertion des criminels dans la société,
on ne doit pas continuer à les maltraiter après leur peine. Or, si même même si après en fait avoir retrouvé la liberté, ils doivent se promener avec un passeport jaune, leur insertion devient impossible. Et en plus, il ne sait plus où se tenir en fait. Il est comme un apatride ou un exilé qui n'appartient à personne. Il ne peut même pas être accepté comme criminel, puisqu'il est traité en même temps comme un malade avec une maladie incurable, puisqu'il est toujours toute sa vie sous traitement. Le fait même en fait de lui proposer l'ultimatum, soit la castration chimique, soit la prison, c'est dire qu'on est à la fois malade, et donc irresponsable de nos actes, qu'on est en fait incapable d'avoir le moindre contrôle sur nos actions, et en même temps, on doit être puni, on doit être en prison, parce qu'on est responsable. On retrouve en fait cette perte de distinction entre des actes dont on est responsable et ceux dont on est irresponsable. Donc comme dit Augien, le fait d'envisager une castration chimique, c'est-à-dire un traitement à perpétuité, le met en effet du côté des malades incurables. Le projet de le placer en rétention de sûreté, s'il ne suit pas le traitement, le range du côté des personnes parfaitement responsables de leurs actes. Il est difficile de comprendre comment il serait possible de trouver une réponse juste à deux exigences aussi contradictoires. Donc la réinsertion est en fait impossible ici. Ainsi en fait ça, on voit que ces projets, visent à tout confondre et à obliger en fait les individus à mener des vies impossibles, même après avoir purgé leur peine. Ces mesures en fait confondent le fait d'être un individu dangereux avec un individu coupable. Ça confond en fait l'acte responsable et l'irresponsable. Ça veut pas dire en fait que les agresseurs sexuels ne sont pas responsables de leurs actes. Ils le sont, mais si on admet qu'ils sont responsables, alors on doit s'arrêter à leur culpabilité et non pas à la dangerosité. La dangerosité de quelqu'un est déterminée de manière indépendante de la volonté de la personne. Dire que quelqu'un est dangereux signifie en fait qu'il n'est pas responsable de son comportement. C'est comme un animal, tout simplement. On reconnaît qu'un animal est dangereux, pas qu'il est coupable. Du coup, on ne peut pas le punir. C'est soit en fait on le castre, soit on le punit. Mais tu peux pas faire les deux. Tu peux pas en fait on punit et on castre. C'est soit si tu punis, bah tu ne castres pas. Voilà. Et c'est ça en fait que le modèle pénal moderne doit faire. C'est il punit, mais il ne castre pas. Et une fois la punition terminée, une fois la peine purgée, bah c'est tout. Maintenant la personne devient innocente de nouveau. Okay, elle ne devient pas en fait dangereuse. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que ces inquiétudes d'Augien, parce qu'au départ j'ai dit qu'en fait il prend en fait les infractions sexuelles comme exemple. D'accord ? Ça veut dire en fait que ces inquiétudes ne se limitent pas seulement qu'aux lois sur les agressions sexuelles. Il dit qu'il y a bien des tentatives de changer le code pénal de manière plus systématique qui va au-delà des infractions juste sexuelles sous prétexte que certaines de ces infractions sont particulièrement odieuses. Comme dit Augien, depuis une vingtaine d'années, les lois de contrôle de la délinquance sexuelle ont toujours servi de modèle ou de laboratoire à l'ensemble des dispositions pénales. Donc ici en fait, Augien il parle du suivi socio-judiciaire, hein, donc on y vient. Il a été instauré en fait en 1998 par la gauche, hein, Augien le précise, et donc ce suivi avait pour but de contrôler les agresseurs sexuels en les traquant après la sortie de prison. En gros, en fait, c'est leur donner des passeports jaunes, quoi, littéralement. À la note 10, Augien mentionne le rapport qui s'appelle « La prise en charge pénitentiaire des auteurs d'agressions sexuelles » par Josefina Alvaro et Nathalie Gourmelon. Je ne sais pas en fait si elles sont italiennes ou pas, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Alvaro. Et dans l'annexe, en fait, bref, dans l'annexe de ce rapport, l'annexe 4, vous avez tout l'historique de ce suivi. Son histoire, son contenu, etc. Donc, c'est quoi exactement ce suivi ? Bah, le rapport le dit, c'est une peine complémentaire. C'est une peine complémentaire restrictive de liberté. C'est une peine en plus de la peine en fait qui a été purgée et qui consiste en fait à une surveillance de l'individu une fois libéré. C'est-à-dire qu'on fait sortir l'agresseur de prison, on lui remet son document qui fait qu'il est affiché partout et on lui donne des interdictions en plus. Il y a une liste de choses qu'il ne doit pas faire dans la société civile pour éviter la récidive. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a maintenant pas commis d'infraction sexuelle n'a pas en fait à se priver des libertés qui
que le suivi en fait dénombre. Vous avez normalement le droit de consommer de l'alcool, mais par exemple, le suivi, en fait, il vous dit non, vous n'avez pas le droit de consommer de l'alcool. Ce sont des mesures de surveillance applicables à la personne condamnée, et on en compte une bonne trentaine. Déjà, vous avez un travailleur social qui va vous accompagner tout le temps, ou plutôt vous surveiller, et vous devez toujours, en fait, recevoir des visites, les visites de ce travailleur social, et lui communiquer les renseignements ou les documents de nature à permettre le contrôle de vos moyens d'existence et de l'exécution de vos obligations. Vous devez en fait le prévenir quand vous changez d'emploi, vous devez le prévenir quand vous changez de résidence, ou vous devez le prévenir de vos déplacements. Si c'est un déplacement à l'étranger, genre boulot ou vacances, vous devez obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines. Vous ne pouvez pas conduire certains véhicules. Oui, c'est affiché, c'est affiché dans le truc. On vous interdit même de paraître en tout lieu spécialement désigné, ne pas en fait ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels, ne pas en fait fréquenter les débits de boissons, ne pas détenir ou porter une arme, ne pas avoir de relations avec d'autres personnes spécifiques, soit d'autres condamnés ou soit la victime ou sa famille. Vous ne pouvez pas en fait parler de votre infraction sauf si on vous autorise. Donc vous ne pouvez pas en fait diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle qui portera en tout ou en partie sur l'infraction commise. Il vous est aussi interdit toute intervention publique relative à cette infraction. Et aussi, vous devez aussi, vous perdez aussi la garde de vos enfants. Ça aussi. Vous devez en fait les remettre entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par la justice, par décision de justice. Vous ne pouvez pas en fait apparaître dans les lieux où il y a des mineurs. Vous devez en fait accomplir un stage de citoyenneté, etc. Et ne pas respecter ces mesures peut vous réincarcérer même si vous n'avez pas commis d'infraction sexuelle. Toutes ces mesures s'appliquent une fois qu'on vous a libéré, c'est-à-dire une fois que vous avez purgé votre peine de 10 ou 20 ans. D'ailleurs, si votre peine a été de 20 ans, ce suivi durera au moins 10 ans à votre sortie. Donc, ces suivis servent aussi à pouvoir en fait réincarcérer légalement au cas où ils ne respectent pas l'une ou l'autre en fait d'un nombre considérable d'interdictions, alors que vous ne faites de mal à personne. Vous avez en fait commis une faute grave, vous avez commis un tort énorme à quelqu'un, mais vous avez purgé votre peine. Il ne s'agit pas de pardonner en fait ou d'effacer l'ardoise entre vous et votre victime, mais entre vous et la justice pénale en fait. On voit bien en fait les dangers d'un tel suivi et le potentiel de surveillance et de contrôle qu'ils peuvent donner à l'État. Parce que si jusqu'ici on parle de délinquance sexuelle, en 2005, il y en a qui ont eu la bonne idée de proposer qu'on étende ce délire, ce suivi, à tous les crimes, à d'autres catégories de condamnés qu'on considère violents. Bon, heureusement, c'est pas passé parce que ces mesures restrictives deviennent de plus en plus absurdes et brutales, que j'ai dit. Pour être sûr de pouvoir quitter la prison à la fin de l'exécution de leur peine, les condamnés devront peut-être y laisser bientôt une partie de leurs fonctions corporelles et de leur cerveau, et tout cela avec l'assistance des médecins. Donc voilà, donc effectivement, pourquoi ne pas lobotomiser les délinquants, les personnes violentes, si c'est pour la sécurité publique. Il y avait en fait une époque où on n'hésitait pas à lobotomiser des femmes parce qu'elles étaient juste hystériques et violentes. Au lieu de comprendre en fait leur trauma, souvent engendré par des abus sexuels, par le patriarcat, etc., on préférait dire qu'elles sont juste une menace pour leur enfant, pour leur mari et pour leur famille, que par précaution, mieux vaut les réduire au stade d'un légume en leur retirant une partie de leur cerveau. On se croirait vraiment en fait dans une dystopie, comme dans Orange Mécanique. Regardez le film d'ailleurs ou lisez le roman, c'est une masterclass. Et ces gens en fait le film en fait ça se passe à Londres, c'est dans le futur, et en fait un délinquant qui est un psychopathe ou sociopathe plutôt se fait arrêter et interner dans une espèce d'asile où on fait des expériences sur lui pour le rendre docile. Donc avec ces lois et ces projets de castration chimique, ces projets d'étendre en fait les suivis sociaux judiciaires à toute forme de violence et de délinquance, on n'est pas loin en fait des dystopies cauchemardesques à la Orange Mécanique. Ces lois et ces projets, dans les mots d'Ogien,
Du point de vue de la philosophie pénale, ces lois de contrôle de la délinquance sexuelle nous font passer d'un régime de culpabilité, où ce sont les actes accomplis qui sont sanctionnés, à un régime de dangerosité, où c'est la probabilité qu'une personne accomplisse ces actes qui est réprimée. Elle neutralise la différence entre les malades et les criminels. C'est une modification majeure du système pénal qui se met en place sous le coup des accès de panique morale. Donc il est inutile de préciser qui sont les personnes qui sont les plus souvent visées par ces mesures, on en a parlé au début. On sait c'est qui en fait qu'on va considérer toujours comme coupables parce qu'ils sont dangereux. Ce sont les minorités ethniques, religieuses, sexuelles, étrangères, les pauvres, etc. Bref, tous ceux qui ne sont pas facilement catégorisables dans l'idéal moral blanc, cis, hétéro, riche. Voilà en fait pour ce 10e chapitre, chapitre assez court. Et la semaine prochaine, on va passer au chapitre 11. Donc le chapitre 11 qui, lui, va traiter justement de l'encadrement coercitif de la procréation et de la fin de vie. Donc c'est là où on va parler de l'avortement. L'avortement et le suicide assisté et tout ça. Donc voilà, ça va être passionnant. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, si vous êtes encore là. Et comme d'hab, j'espère que la vidéo vous a plu, que c'était clair et que vous trouvez ça super intéressant. Et voilà, abonnez-vous, le petit pouce bleu, sonnez la cloche et je vous dis la semaine prochaine pour le chapitre